Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, brestoise, aujourd'hui on va jouer au Lorenzi. Bienvenue pour ce 105e épisode de Brest On Air où je suis rejoint comme d'habitude, mesdames et messieurs, par Yann et Fange. Comment allez-vous, messieurs? Fange, de ton côté, je sais que ça bosse toujours, c'est pas encore en vacances pour l'éducation nationale. Bonjour tout le monde, non, c'est pas encore en vacances, ça approche, mais pour l'instant on est dans le comment dire, le momentum de l'année où on est les examens, les surveillances, les corrections. Donc c'est intense, mais ça fait partie du jeu. C'est pas le moment le plus joyeux de l'année. Oh, c'est pas non plus désagréable, c'est juste les surveillances parfois. Quand t'as 4 heures de surveillance de bac, je peux te dire que t'as le temps de penser au mercato. Yann, comment vas-tu? Ça va, j'ai mis mon plus beau costume aujourd'hui pour jouer au grand connaisseur. Bien sûr, donc on vous l'a dit, on va faire un petit... ça va servir aussi un peu de bilan de la saison, de faire les évaluations individuelles, qui va rester, qui va partir, et surtout peut-être quelques idées par poste. On va faire une petite revue d'effectifs très rapide, concise, en tout cas on va essayer de le faire, avec bien sûr toutes les petits changements que la situation actuelle, notamment par rapport aux droits TV, peut influer sur les décisions du directeur sportif actuellement. Pas facile, même si évidemment avec la Ligue des Champions, ça aide. Ça aide clairement de prendre un peu d'avance par rapport à certains autres clubs. Et évidemment, parler des joueurs qui vont nous quitter, puisque le directeur sportif en a déjà parlé, notamment via une interview dans l'équipe, comme quoi notamment les joueurs prêtés prendraient la porte directement. Ça n'a pas été par 4 chemins. Donc ça peut offrir un peu de visibilité quant à l'effectif de la saison prochaine, qui va avoir besoin de renforts à peu près partout. Clairement, il y a pas mal de trous dans l'effectif, messieurs. Commençons peut-être justement par cette petite revue d'effectifs, et notamment justement on en parlait, donc les joueurs prêtés, donc ils sont au nombre de 4 si je ne dis pas de bêtises. Donc les joueurs prêtés par Brest qui reviendraient cet été. Vous me dites rapidement, est-ce que vous auriez peut-être gardé une saison supplémentaire, leur donner un peu plus de chance ou pas, ou peut-être capitaliser sur une de leurs bonnes saisons, le bonne demi-saison pour certains. Achraf Dari, donc Josué Escartin, Karamoko Dembélé et Yanga Mbok. Est-ce que certains vous auriez aimé revoir sous le maillot brestois, messieurs? Je vais commencer finalement par ceux que je ne voulais pas revoir. Le premier, malheureusement, c'est triste parce que c'est quelqu'un qui est formé, mais c'est Josué Escartin. Je crois qu'il a joué 2 matchs avec Ajaccio. Ça fait des années et des années qu'on essaye, ça prend pas. Faut savoir lâcher. Sinon, Karamoko Dembélé, en fait, j'ai rien contre le joueur, mais a priori, c'est un joueur qui a une valeur marchande, qui n'a pas spécialement envie de rester à Brest, donc pas de souci à le laisser partir d'emblée. En revanche, pour Tahiri Carconte, moi je l'aurais bien gardé au moins pour la prépa, voir un peu où il en est. Il a fait plutôt un contenu sympa du côté de Rodez, et surtout, dans l'état d'esprit, il a l'air d'être là. Donc moi j'aurais bien essayé Carconte au moins le temps de la prépa, surtout qu'on a un souci de nombre, faut aussi jouer avec ça. Donc voilà, et Mbok, pas d'avis. Honnêtement, s'il est là pour faire le nombre, c'est bien, s'il part, c'est pareil. Et Achraf Dari? Achraf Dari, je crois que c'est lui qui veut partir, de toute façon. Mais je crois qu'on l'a déjà évoqué. Je pense que c'est un bon joueur, mais il y a un blocage mental qui fait qu'à Brest, il n'y arrivera jamais. Malheureusement. Mais c'est vraiment un bon joueur, je pense. Et je pense qu'il aura une belle carrière après, mais ailleurs qu'à Brest. Fonge d'accord avec ces analyses? Ouais, plutôt d'accord dans l'ensemble. Pour Karamoko Dembélé, on voit pas mal de gens qui souhaiteraient le garder en disant qu'il a fait une excellente saison avec Blackpool, ce qui en soi est factuellement vrai, mais bon, on parle quand même d'un club qui joue en 3e division en Angleterre. Alors,
pouvez me dire qu'on n'a pas suffisamment vu à Brest, etc. En tout cas, à chaque fois qu'il est entré, c'était très compliqué. Et la question du nombre qui se pose, est-ce que ça vaut le coup de le garder, de s'asseoir sur une valeur marchande? Maintenant, il en a une petite après sa bonne saison. Rien ne dit qu'il la conservera d'ici 6 mois ou 1 an si jamais il joue pas du tout à Brest et qu'il reste sur le banc 95% du temps. Je pense qu'il faut profiter de ce prêt réussi pour le vendre. Et c'est probablement le joueur qui coûterait le plus cher, je pense, aujourd'hui, surtout s'il intéresse le marché anglais. Ça peut monter assez vite, je pense. Pour le reste, Il y a une Dari, planquée de clubs aussi qui ouais, seraient apparemment intéressés, donc potentiellement faire monter 2-3 enchères aussi. exactement, ouais. Après, pour Arconte, bah, pour moi, c'est un remplaçant à Rodez, donc j'en ai vraiment pas du tout envie. J'ai regardé quelques matchs de Rodez parce que l'équipe était assez sympa à voir jouer l'année dernière. Et lorsqu'il est entré en jeu, bah, je voyais, à part la vitesse, assez peu de qualité technique, pas beaucoup d'intelligence tactique non plus. Il peut progresser, bien sûr, hein, ce ne serait pas le premier à évoluer. Pour Mbok et Escartin, non, la question ne se pose plus. Et Dari, bah, oui, non, non plus. Si on peut le vendre, autant on a quand même investi de l'argent dessus. Si on peut essayer de rentrer, on rentrera pas dans nos frais, hein, mais en tout cas, essayer de limiter la casse, ce serait pas mal. Après, Yann a soulevé un point intéressant et tout à fait juste, c'est la question du nombre. On est dans une pré-saison qui est différente des années précédentes où tu n'as pas uniquement la Ligue 1 et le maintien à jouer, mais une saison à minimum, bah, du coup, 42 matchs sans compter la Coupe de France, ce qui est conséquent pour une équipe comme Brest, et on a même pas, on a donc 2-3 postes qui sont correctement doublés. Donc la question se pose, est-ce qu'il faut s'en séparer rapidement pour recruter, ou alors commencer la prépa avec certains d'entre eux? Là, c'est vraiment une question assez épineuse, et j'ajoute une dernière chose avant de laisser la parole, c'est que je suis assez surpris de la communication de Grégory Lorenzi autour de ces joueurs prêtés, d'annoncer clairement dans la presse, de dire qu'aucun d'entre eux ne restera. Tu perds déjà un peu la main dans les négociations, parce que si tu dis que tu comptes pas sur eux, t'attends pas à avoir des offres importantes. Ça me semble un peu pas forcément très bien vu d'un point de vue stratégique. Si tu dis directement que tu vas te séparer de Dembélé, naturellement, tu n'auras pas des énormes offres pour lui. Bon, après, j'imagine qu'il sait ce qu'il fait, mais j'ai été un petit peu surpris de ça. Sur Dembélé, justement, je veux peut-être couper court et donner des éléments, parce qu'on a vu beaucoup de gens très fans de Dembélé dire: «Ah, regardez, vu sa saison à Blackpool, il va être vendu 8 millions, 10 millions», des choses comme ça. Pour connaître un peu le monde du football anglais, faut pas s'attendre à ça. Les transferts depuis la Ligue 1, ça monte rarement très haut. Et finalement, il y a un exemple qui colle assez bien, c'est le transfert de Ephron Mason-Clark, qui est passé à Coventry, donc de Ligue 1 jusqu'à Coventry en Championship l'an dernier, qui avait coûté 4 millions d'euros, avec sensiblement la même saison que Dembélé, sensiblement le même âge, un peu plus vieux, sensiblement les mêmes stats et le même poste. Donc, au grand maximum, on peut espérer 4 millions d'euros. Et je pense que c'est vraiment un très grand maximum. Par contre, je tiens à signaler que Dembélé, il a que 21 ans. Donc, pour le coup, tu peux potentiellement mettre un petit pourcentage à la revente. Et Quentin l'a dit, c'est le marché anglais. Il peut faire une très bonne saison en Championship et ça y est, ça part pour 30-40 millions sur le marché interne. Mais voilà, et au-delà de ça, même si c'est que 3 millions, entre guillemets, on crache pas dessus. Je pense que c'est le joueur pour lequel il y a le plus d'hésitation. Et sur lequel en tout cas, s'il y a un auquel je voudrais donner sa chance, c'est Dembélé. Je vais essayer de voir sur une prépa, sur quelques matchs. Mais d'autant que le championnat commence assez tard, peut-être de ne pas s'en séparer à la première offre venue. Mais pour les autres, pour moi, c'est au revoir et bonne continuation. Oui, assez d'accord avec vous, et je reviendrai juste sur un point autour de Josué Escartin qui représente un peu le souci qu'ont les joueurs formés au club à passer au niveau supérieur. C'est pas la première fois qu'on peut le voir. Alors évidemment, il y a quelques joueurs qui ont réussi cette passerelle entre être vraiment très très bon en U19 et passer professionnel. Parce que vraiment, Escartin, au niveau U19, c'était assez impressionnant. Hein. Je regardais énorme. J'avais l'occasion d'aller très 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 régulièrement sur plusieurs saisons voir les jeunes du Stade Brestois, et c'est vrai qu'Escartin faisait partie des joueurs qui impressionnaient plus quoi. Vraiment, peu importe qui était l'adversaire, on sentait une aisance et quelqu'un qui était vraiment au-dessus du lot. Malheureusement, ça s'est pas transporté au niveau professionnel. Alors évidemment, il a quand même signé son contrat pro, donc c'est pas non plus niveau 0, et il fera peut-être une carrière en national
peut-être Ligue 2 si ça marche bien. Mais c'est vrai qu'on a ce souci un peu de passerelle entre le niveau centre de formation et l'effectif professionnel qu'on a du mal à combler au fil des années parce que c'est pas la première fois que ça se voit ces dernières saisons et l'impression que ça continue à se voir avec Axel Camblan par exemple, il y avait eu Samuel Gentil un peu à l'époque, je peux parler de Simon Lebras aussi qui était monstrueux, surclassé en U19 et qui là est assez décevant en R1, donc voilà, c'est un peu dommage et ça pourrait aussi aider à faire le nombre. Oui, et Ce qui n'est pas le cas, et donc ça force un peu à recruter des joueurs, qu'ils soient payants ou pas, ils doivent venir de l'extérieur. tu dis faire le nombre aussi pour les quotas UEFA. Bon, je pense qu'on est assez large, mais on sait qu'il faut un certain nombre de joueurs formés au club. Je crois que c'est 3 ou 4. Là, on a Camblan, on a Chardonnay, on a donc Johnny qui vient de signer. On peut y voir le contrat professionnel de Noah Johnny comme C'est ça. faire le nombre. C'est ça. Je pense qu'on y est, parce que sinon on dirait pas qu'on vend et Mbok et Escartin. Mais voilà, c'est quand même une dimension qui peut être prise en compte. Et si finalement il s'avère qu'un des deux reste, c'est peut-être pour ça. Tout à fait. Messieurs, on a donc le directeur sportif a parlé donc entre 8 et 10 millions d'euros, indépendamment des ventes. Alors c'est vrai qu'on a eu un débat juste avant de commencer. Yann, toi, tu pensais que donc indépendamment des ventes, ça voulait dire que donc c'était entre 8 et 10 millions, peu importe les ventes à côté. Donc les ventes n'apporteraient pas de capital au budget transfert pour cette intersaison. C'est ça. Le phrasé laisse place à l'interprétation, pour moi, indépendamment. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe au niveau des ventes, on a ce budget. Ça peut paraître bizarre, effectivement, mais d'un autre côté, on sait que ça fait plusieurs années que les Lessins décident, et ils ont tout à fait raison, hein, de mettre beaucoup d'argent de côté pour le nouveau stade. Peut-être qu'ils se disent que c'est la même chose là, surtout avec l'incertitude des droits télé. Donc ça va être un point à éclaircir, et typiquement, s'il y a 10 millions de Lilian Brassier pour son transfert, combien reviendront dans la balance? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 6? Ça sera probablement pas 10. C'est vrai que nous, Fanch, on était plus d'avis de dire, avec une certaine logique, on va dire, sportive et budgétaire, de se dire qu'il y avait 8 à 10 millions, on va dire, qui étaient aidés par rapport donc aux ventes précédentes. Hein, j'imagine que le club avait peut-être prévisionné un budget autour de la 12-15e place. On finit 3e, donc évidemment, la Ligue va nous filer un peu plus d'argent. Il y a la Ligue des Champions également. Donc on se dit que 6 ventes autour de 8-10 millions, que ce soit Brassier, éventuellement locaux un peu plus tard cet été, ça rajouterait des millions à la petite cagnotte qu'on est en train de se faire, quoi. Mais de toute façon, en fait, la question de la cagnotte, il y a cet élément que personne ne maîtrise en ce moment, c'est les droits télé. On est obligé d'en parler. Pour l'instant, la Ligue 1 va offrir 0 droit télé à ses clubs. Donc l'an dernier, au Stade Brestois, les droits TV et la CVC ont représenté autour de 60% du budget. Ok, ouais, c'est forcément une grosse inquiétude. Bon, je pense qu'on tombera pas à 0, mais on sait pas à combien on tombera. Et c'est un peu dans cette logique-là que je me dis que le club peut aussi se dire, c'est 8-10 millions de transferts et tout le reste, on le met de côté au cas où. Donc si on prend l'exemple de l'an passé, le départ de Franck Honora, c'était pour renflouer les caisses. Donc on peut se dire aussi que le départ de Lilian Brassier, ce sera pour un but similaire. Et que donc ça n'entrerait pas dans un éventuel futur budget cet été, et qu'on resterait à autour de 8 et 10 millions. Par contre, on peut peut-être rajouter un petit million pour Achraf Dari, éventuellement 2 ou 3 pour Karamoko Dembélé. Donc peut-être arriver pour un total autour de 15 millions d'euros pour recruter environ 7 à 8 joueurs. Donc ça fait pas des masses, hein, évidemment, par joueur. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher, bien sûr, messieurs. Sans Oui, compter le potentiel départ de Bradley Loco. Oui, D'ailleurs, est-ce qu'il serait, on va dire, souhaitable d'un point de vue comptable de se faire beaucoup d'argent, donc autour, je pense qu'on partirait autour de entre 15 et 20 millions, fourchette basse, on va dire. Est-ce que ce serait intéressant de le vendre maintenant pour se permettre au club de réinvestir sur à la fois le poste de latéral gauche, puisqu'il faudra le remplacer, mais également d'autres joueurs qui viendraient combler les trous aux autres
aux autres postes. Je Quel est pense, votre avis là-dessus? moi, je pense que c'est pas vraiment le bon moment, ni pour lui, ni pour Brest. Même si effectivement les chiffres qui sont annoncés dans la presse laissent un peu rêveur, hein, quand tu vois que des clubs anglais seraient prêts à mettre 20 ou 25 millions de livres sur lui. Il va avoir forcément l'exposition en Ligue des Champions, il va jouer beaucoup de matchs, il est encore jeune, il y a les Jeux Olympiques, il peut prendre que de la valeur, je pense, ce joueur. Et même si jamais il venait à faire une mauvaise saison, il ne deviendrait pas en quelques semaines totalement has-been et un joueur sans aucune valeur. Donc je pense que dans l'intérêt du Stade brestois, d'une part financièrement, c'est de le conserver pour essayer de le faire progresser et d'avoir une valeur. Alors, il ne va pas exploser, il ne va pas valoir 50 millions en étant joueur de Brest, mais en tout cas, dépasser les 20 millions, c'est largement possible. Et aussi, d'un point de vue sportif, tu ne peux pas non plus te dégarnir et perdre tous tes joueurs. C'est parce que le marché est tellement compliqué. Recruter un joueur d'aujourd'hui, c'est devenu tellement onéreux que même si tu vends en locaux 20 millions, que tu mets 10 ou 11, 12, j'en sais rien de côté, il t'en reste 8, 9 pour recruter, tu fais pas non plus grand-chose avec ça. Donc je préfère garder une valeur sûre de l'effectif. On a déjà où on va perdre Brassier dans l'axe. Je pense que la défense, c'est quand même extrêmement important pour Brest l'année prochaine, qui va probablement jouer le maintien. Si tu perds déjà 50% de ta défense, c'est problématique. Donc moi, je l'aurais gardé. Oui, de même, pour l'argument que tu évoques, c'est le nombre, et je pense que c'est ce que Quentin a amené. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de joueurs à Brest, hein. On a compté, c'est 18, dont 3 gardiens. Bon, Alors, ça fait partout, peu. donc, débutons justement, parfaite transition. Donc on part du principe que Julien Le Cardinal a signé, ou va signer, mais sera un joueur du Stade brestois l'année prochaine. Et on est aussi parti du principe que Adrien Lebeau sera brestois l'année prochaine, dans un rôle évidemment mineur, mais bon, ça fait de la main-d'œuvre, on va dire. Et C'est moi, très mineur quand même, hein. bien sûr, mais Pour bon, moi, il voilà. faut pas compter non plus. Enfin, pour moi, il est dans l'effectif, mais un effectif sérieux, une équipe sérieuse ne compte pas Adrien Lebeau comme un renfort ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment, c'est très, déjà, c'était très limite cette année. Alors j'ai fait une profondeur d'effectif, moi, donc poste par poste, si on part du principe qu'on jouera en 4-3-3 comme cette année, l'année prochaine. Pour moi, Adrien Lebeau est donc dans les milieux relayeurs, donc numéro 5. Mhm. Donc pour moi, il faut au moins 4 relayeurs de niveau équivalent pour pouvoir tourner et interchanger Camara, Magnetti et 2 supplémentaires qui ne sont pas là actuellement. Et donc Lebeau viendra ensuite, si jamais il y a blessure, si jamais on se retrouve dans la merde. Mais prenons poste par poste, comme tu disais, ouais. Ouais, donc 18 joueurs en tout et pour tout, actuellement, on va dire. Et ça inclut la présence de Steve Mounier qui aurait potentiellement prolongé. Donc potentiellement 17 joueurs. Voilà, ça fait pas, c'est assez maigre quand même pour un club comme Brest qui n'a pas non plus des moyens exorbitants et qui va jouer 3 compétitions l'année prochaine, avec en plus une Ligue des Champions qui va durer donc 2 matchs supplémentaires et jusqu'à fin janvier, quand on sait que les terrains en janvier, décembre, novembre, février, c'est beaucoup plus gras qu'en été. Partons, messieurs, sur le poste de gardien, où c'est peut-être celui qu'on a le plus de certitude, même si on a aussi entendu quelques bruits comme quoi Marco Bizot pourrait partir, et je crois que c'est sa volonté, hein, si on en croit les médias néerlandais. Voilà, il y a des soucis familiaux et personnels. Possible départ, mais pour l'instant, en tout cas, on va dire que c'est l'un des postes où on a le plus de garanties, donc avec Marco Bizot, Grégoire Couder et donc en troisième gardien, Noah Jouni. Yann Mariat devrait partir pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Oui, je tiens juste à rassurer, parce que Bizot, finalement, ça fait plus d'1 an qu'il y a ces bruits comme quoi il y a des sites familles. On espère que c'est pas trop grave, mais il est toujours là. Je pense que lui, il va faire encore une dernière année. J'espère. Voilà, bon, on verra bien. Et de toute façon, concrètement, si jamais Bizot part, il faut le remplacer 1 pour 1. Voilà. Avec quel gardien, bien sûr, ce sera peut-être un peu... ça a peut-être été pas préparé, mais il faudra le remplacer malgré tout, même si personnellement, moi, Couder, ça me dérangerait pas de partir avec lui comme titulaire. Mais il faudrait de toute façon T'as peu de certitude quand même. un gardien supplémentaire de toute façon. Tu t'avances en Ligue des Champions avec un gardien qui a 10 matchs en pro, je pense Après, est-ce que le prisme Ligue des Champions, c'est vraiment l'objectif? Est-ce que tu dois te dire oui, mais en Ligue des Champions?
Non, mais tout ce qui va concerner le Stade Brestois l'année prochaine sera vu, en tout cas dans les 6 premiers mois, par le prisme de la Ligue des Champions. On va leur parler que de ça. Ils vont être concentrés là-dessus. Et si tu vas en Ligue des Champions pour prendre des tôles à chaque match, ça va forcément avoir aussi une influence sur ton comportement en championnat. Si tu fais 8 matchs, 8 défaites, voilà, il n'y a aucune raison qu'à côté en championnat tu sois serein. Donc je pense qu'il faut bâtir une équipe, alors non pas pour la Ligue des Champions, mais en tout cas être une équipe qui est capable de rivaliser dans cette compétition avec certaines des équipes du chapeau 4 et peut-être du chapeau 3, mais ça nécessite forcément de la qualité, de la compétence à tous les postes. Et quand j'entends dire que voilà, on compte sur Lebeau, Couder, pour moi c'est des joueurs même en Ligue 2, bon, je suis pas convaincu quoi. Bah, Couder pourquoi pas, mais Lebeau non. Moi, si je suis un Si, club de Ligue 2, moi, Couder, je Ouais, le signe. Couder ok, mais dans tous les Même cas, en Ligue 1, bas de Ligue 1, moi, ça me choque pas, hein. oui, il y a bien pire en Ligue 1, on pense à Bellarouche notamment. Je lance un nom si jamais Bizot devait partir, toujours dans cette optique de laisser potentiellement de la place à Couder. Je me pencherai bien sur le dossier de Dimitri Berthaud qui va partir de Montpellier et qui est un potentiel titulaire, un peu comme Couder, les deux partiraient sur une base égale. Et c'est deux bons gardiens. Voilà. c'est pour ça que ça fait 5 ans que tu veux nous refourguer Berthaud. Oui, c'est vrai. C'est ton pote ou quoi? Je suis son agent. Bref. Ah, la commission. 4 matchs en Latéral. Ligue 1, 11 buts encaissés, oui. Eh oui. C'est pas terrible. Au poste de latéral droit, aussi pas mal de certitudes là aussi. On va rentrer dans le chantier un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Donc Kenny Lala, hein, qui partirait, je pense, comme titulaire indiscutable. Doublé par Julien Le Cardinal et Luc Zogbé, qui ferait un très bon troisième latéral droit, qui continuerait de progresser à l'entraînement, et pourquoi pas le faire jouer en coupe et éventuellement 2-3 matchs de Ligue 1 dans la saison si jamais il venait à progresser correctement et à donner satisfaction au staff. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Oui. Je Là, pense le que Cardinal Zogbé, c'est peut-être le poste après celui de gardien qui est le plus solide en termes de exactement. profondeur. D'autant qu'il y a de l'expérience aussi. Ouais. Lala a joué la Coupe d'Europe. Le Cardinal, ça devient un joueur correct de lui. Enfin, il a joué pas mal en Ligue 1. Il doit avoir une quinzaine, vingtaine de matchs maintenant entre Lens et Brest. On va regarder ça, mais en Mais, tout cas, mais de toute façon, quand il a joué, c'était aussi tout à fait correct, on est sur des joueurs voire fiables. très très satisfaisant. On est sur des joueurs fiables, donc il n'y a pas trop de problèmes, effectivement. Poste de défenseur central, c'est là qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, messieurs. Donc on a toujours Brendan Chardonnay, naturellement, qui devrait lui rester un pilier naturellement de la défense, capitaine. Julien Le Cardinal, évidemment, qui serait également là, et plus personne derrière. Donc pour moi, il faudrait au moins il faudrait recruter 2 défenseurs centraux, éventuellement un qui pourrait jouer latéral gauche aussi pour doubler Bradley Loco. Le Cardinal peut le faire, mais ce serait bien d'avoir un gaucher type Brassier, un peu, hein, qui peut jouer à la fois le défenseur central et latéral gauche. Maintenant, pour trouver ça, c'est un peu plus difficile. Je suis d'accord. Je ne sais pas si on me donne nos noms tout de suite, mais je tiens à signaler que Bradley Danger, qui a joué latéral droit, défenseur central, milieu défensif, est désormais libre. C'est un joueur de bas de tableau de Ligue 1, mais il peut dépanner. Voilà. Ça va aussi être difficile de trouver des profils, on va dire, Un par poste, il faut de la polyvalence. suffisamment bons pour jouer la Ligue des Champions, mais suffisamment intelligent pour savoir que Brest jouera le maintien et qu'il faudra, bien sûr, il y aura le bonus Ligue des Champions, mais il faudra se mettre le cul par terre pour aller chercher le maintien, qui restera la priorité. Et ça, je pense que ça va être quelque chose d'assez difficile à trouver. D'autant plus que quand tu vois l'exemple de Lilian Brassier qui partirait de Brest pour aller à Marseille, donc évidemment avec un salaire supérieur, mais pour un club qui joue pas la Coupe d'Europe, même les joueurs qui sont sous contrat, ne restent pas alors qu'il y a la Ligue des Champions. Alors faire venir des mecs pour jouer le maintien en Ligue 1 ou jouer le milieu de tableau en Ligue 1, il va falloir, sans beaucoup d'argent, il va falloir trouver des arguments solides. Peut-être des joueurs revanchards. Donc finalement, je pense que la bonne recette, c'est surtout d'aller chercher des joueurs avec c'est ce qu'a fait Grio Lorenzi de façon tout à fait correcte ces dernières saisons, avec un état d'esprit irréprochable. Et la Ligue des Champions servira de petites carottes et de petits bonus dans la saison, et un bonus quand même qui fait plaisir, hein. Il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif qui ne joueront la Ligue des Champions qu'une fois dans leur vie, et ce sera avec Brest. Donc là-dessus, c'est clair qu'il va falloir trouver le bon équilibre entre qualité et personnalité, on va dire.
J'ai pas de nom, moi, au niveau défenseur central, je vous avoue. J'en ai pas mal ailleurs, mais au niveau défenseur central, j'avais un Autrichien qui est parti à l'Union de Berlin désormais. Mais à part ça, je n'ai pas grand-chose. Tac, passons au poste de latéral gauche. On en a brièvement parlé. Donc, il faudrait un joueur supplémentaire au poste de latéral gauche qui éventuellement pourrait jouer donc défenseur central, ce qui ferait déjà donc 2 recrues, 2 voire 3 si on prend deux défenseurs centraux purs et un latéral gauche. Mais idéalement, il faudrait réussir à trouver un latéral gauche puisqu'on a déjà le titulaire hein, en tant que Bradley Loco. Ça va trouver sa doublure qui pourrait aussi dépanner au poste de défenseur central. Moi, j'ai pas mal de latéral gauche sur mes petites listes, mais par contre, je n'ai pas de latéral gauche qui peut jouer défenseur central. J'ai donc Martin Frese, qui est un latéral gauche libre qui va quitter Nord-Jylland au Danemark, qui a 26 ans. J'ai Isaac Schmidt, un défenseur gauche très très offensif de Saint-Gall en Suisse, donc qui est suisse, qui parle français, ça peut être pas mal. Et voilà. Je sais pas si vous avez des idées au poste de latéral gauche. Et ben moi j'ai quelqu'un, ça va être très original, c'est Fetou Mawassa, qui n'est plus trop en odeur de sainteté du côté de Bruges, qui sort d'un prêt pas trop réussi à Grenade et qui a peut-être besoin de revenir en France, un peu comme Kenny Lala, pour se relancer. On se souvient qu'à Rennes c'était très intéressant. Ça avait été un échec à Lens, il me semble. À Montpellier, ça n'avait pas être trop dégueulasse aussi, il me semble. Ouais. Et il peut jouer ailier. Et il peut jouer ailier, et dans mon idée par contre, c'est bien pour être remplaçant. Il ne vient pas chercher une place de titulaire. Voilà. Et je vais vous poser une question, messieurs. Quid de Jordan Amavi? Eh ben, c'est une vraie question. D'autant que Brest est en train de faire a priori négocier un transfert avec l'Olympique de Marseille. Je pense que Jordan Amavi, il y a la question salariale. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que Marseille payait 90% de son salaire. Ils vont pas recommencer cette année. Est-ce qu'on va vouloir faire un gros investissement sur un joueur qui, certes, a l'air très attachant, mais qui a passé toute la saison blessé? Je sais pas. Et finalement, les seuls qui ont les certitudes sur son état physique et sa capacité à enchaîner, bah, c'est le staff. Et pour l'instant, ils n'ont pas exprimé de volonté de le garder. Une idée, messieurs, pour économiser du salaire. A priori, donc plutôt que les 12-15 millions de brassiers, on partirait peut-être sur entre 10 et 12. Donc sur cette petite promotion de Lilian Brassier, on se refait prêter à Amavi. Donc pour cette raison, on ne paye pas tout le salaire et on n'a pas à négocier son salaire. Donc se refaire prêter peut-être à Amavi une saison supplémentaire. Pourquoi pas, sachant que lui peut dépanner dans l'axe. Ouais. Mais ça doit pas être le plan principal. Mais pourquoi pas. Une idée pour vous. Voilà la défense, donc 2 ou 3 recrues en défense. Déjà, ça commence à faire beaucoup. Donc au poste de sentinelle, donc bien évidemment Pierre Lesmedou, déjà est blessé actuellement. Oui, c'est vraiment le paysage et le tableau qu'on est en train de dépeindre, il n'est pas très réjouissant pour l'instant. Il devrait revenir peut-être courant août. Pas de préparation évidemment. Donc ça va alors être. Attention, je fais mon point commer pour Insta. On a vu sur ses publications qu'il s'entraîne de son côté, qu'il s'entretient physiquement. C'est pas la même chose qu'une grande préparation entière, mais on peut quand même envisager qu'il tous les joueurs s'entretiennent. Tous les joueurs s'entretiennent l'été. Oui, mais je veux dire qu'il n'est pas blessé au point de ne rien pouvoir faire. Il va pas partir de zéro quand il reviendra. Non, mais il partira pas au même niveau que les autres. Surtout s'il revient quand mi-août autour de ça, puisque c'était a priori 3 mois à partir de mi-mai, c'est ça. Hein, donc a priori, on serait autour de mi-août. Bon, évidemment, déjà, il faut qu'il reste aussi. Ce qui est important pour être compté dans l'effectif 2024-2025 du Stade Brestois. On aurait donc Jonas Martin. Et donc, moi, en troisième choix, j'ai mis Hugo Magnetti, qui peut toujours dépanner à ce poste-là. A priori, là-dessus, on est plutôt bon. Oui. Maintenant, beaucoup plus d'incertitudes au poste de relayeur. Un poste où on a eu pas mal de soucis en fin de saison dernière. On a vu déjà, c'est un poste très énergivore pour les deux titulaires, donc Mady Camara, Hugo Magnetti, qui l'ont trusté pendant la majorité de la saison précédente. Et ensuite, on a éventuellement, donc moi j'ai mis en 5 et 6, Adrien Lebeau, Mathias Pereira-Lage. Donc il faudrait 2 joueurs supplémentaires.
Un plutôt dans le style donc Camara qui peut se projeter, un autre plutôt dans le style Hugo Magnetti, un peu racleur de ballon, harceleur, on va dire deuxième numéro 6, mais pas vraiment. Voilà, quelqu'un comme un peu Marcel Hartel, qui aurait pu être cette solution, qui ne le sera pas, a priori. Des idées, peut-être, messieurs, pour ce Moi, thème. j'avais un joueur au milieu de terrain, mais il est plus, je pense qu'il joue, enfin, j'ai l'impression qu'il joue un petit peu plus bas. C'était Arthur Atta de Metz, Bonne idée, j'avais la même. qui était, enfin, que je trouve. Alors, il a beaucoup de défauts. Très jeune encore. Très jeune. Et il a joué que 21 matchs, il me semble, avec le FC Metz l'année dernière. Pourtant, quand il était venu à Brest notamment, je trouve qu'il avait montré pas mal de belles choses. Et j'aimais bien son style assez élégant, assez grand. Et c'est un nom que j'avais noté, en tout cas. Metz est descendu en Ligue 2. Je me dis que tu peux faire affaire avec eux, même s'ils vont avoir une rentrée d'argent assez importante avec la vente de Mikotadze. Peut-être qu'ils ne seront pas obligés de se séparer de tout le monde. Mais je pense que tu peux le convaincre, jeune joueur, avec la Ligue des Champions en plus, de venir intégrer le milieu de terrain brestois. Et pour moi, Arthur Atta serait une recrue intéressante. J'avais également pensé à Étienne Capou, alors dans un style totalement différent en termes de profil et de joueur, qui est en fin de contrat avec Villarreal, qui risque de coûter beaucoup plus cher, mais là c'est plutôt pour l'expérience européenne. Il a fait quand même un paquet de matchs avec le club espagnol la saison dernière, notamment en Coupe d'Europe, il avait marqué contre l'OM. Donc deux profils différents, d'âge différents, d'expériences différentes, mais voilà les deux noms que j'avais cochés pour le milieu de terrain plutôt défensif. De mon côté, c'était ce que je disais, Bradley Langer qui permet de bricoler. Vous allez voir, je le mets un peu partout. Et effectivement, j'aurais bien cherché un profil, j'ai pas de nom précis, mais un profil un peu la Nzonzi avec beaucoup d'expérience, beaucoup de calme, qui ne serait pas Nzonzi, puisqu'il est complètement cramé, même s'il a joué quand même une trentaine de matchs en Turquie la saison dernière. Mais voilà, ce genre de profil, plus expérience, qui saura plus que gérer la Ligue des Champions, mais gérer les semaines à 2 matchs, en termes de fatigue, en termes de récupération. Il y a Francis Coquelin qui est en fin de contrat quand je parlais de Capou aussi. Il a joué moins que Capou la saison dernière. Il n'a joué que 17 matchs en Liga. Cela dit, c'est à peu près la moitié. Mais bon, entre les deux, après, c'est les questions de salaire toujours. Mais tu as de l'expérience et puis tu as du nombre, quoi. Oui. C'est pas mal, Francis Coquelin. Ouais, c'est les deux que j'avais notés. J'aimais bien Francis Coquelin aussi. C'est des gars qui. Après, c'est vrai que je sais pas trop ce qu'il vaut maintenant, mais. C'est ça la question. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils valent maintenant? Mais bon, le gars était à Valence jusqu'en 2020. Après, il a fait 4 saisons à Villarreal. Forcément, il décline, il est en fin de carrière. Mais est-ce que c'est rien que pour l'expérience, pour la maîtrise de cette gestion de la Coupe d'Europe? Peut-être un des deux. Alors évidemment, c'est difficile. Enfin, le plus important, c'est de connaître leur forme physique et leur volonté de s'inscrire dans le projet. Mais en tout cas, c'est des noms que je donne comme ça à la volée. Ça, c'est les limites, on va dire, de notre exercice actuellement. C'est ne pas savoir un peu tout ce qui se passe dans les coulisses. Mais l'intérêt de cet exercice, plus que les noms, finalement, c'est les profils auxquels correspondent les noms. Si on a un mec qui est comme Francis Coquelin, mais qui n'est pas Francis Coquelin, c'est très bien. C'est vrai. Surtout, c'est bien de voir Francis à Francis. Francis Orodoro aussi. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est moins agréable. Écoutez, moi j'avais les deux milieux actuellement slovènes qui jouent donc avec la Slovénie à l'Euro, donc Adam Gnezda-Cherin qui joue au Panathinaikos, donc qui est plus dans le rôle Magnetti, et donc Timi Elsnik qui est plus dans le rôle Madi Camara, qui joue lui au pays, toujours à Ljubljana, et qui sort d'une saison très très convaincante avec 7 buts et 5 passes décisives, a joué avec des champions aussi avec son club, a joué l'Europa League et la Conference League, les qualifications pour les deux premières et les poules de Conference League cette saison avec l'Olympia Ljubljana. Formé en Angleterre, il est parti très jeune de Slovénie. Et sinon, j'ai Timothée Konya qui joue au Servette Genève. Servette Genève et qui est un excellent joueur formé à Lyon et qui est parti très jeune en Suisse et qui sort de plusieurs années maintenant très très convaincante en Suisse. Donc pourquoi pas, et éventuellement un dernier nom en fin de contrat à l'AZ Alkmaar, donc l'ancien club de Marco Bizot, Danny De Witt, qui il me semble international hollandais, international espoir hollandais, donc qui a 26 ans actuellement, qui est en fin de contrat à l'AZ, formé à l'Ajax, qui est vraiment un excellent joueur, mais bon, qui j'imagine aura beaucoup de
prétendants autres que Brest. Dommage pour Marcel Hartel, je trouvais que c'était une très très bonne idée et ça aurait été un joueur que les supporters auraient absolument adoré. Mais a priori, il devrait prendre la direction de Saint-Louis en MLS. Et petit nom très exotique, Kuryu Matsuki qui joue au FC Tokyo, un joueur que j'ai découvert au hasard en regardant de la J-League et j'ai adoré sa personnalité sur le terrain. Et c'est vraiment un super joueur, 21 ans. Je crois qu'il était lié à Lyon à un moment donné, je crois, au mercato d'hiver dernier. 2 buts et 4 passes. Il peut jouer un peu partout sur le terrain aussi, en tant que milieu offensif, un peu relayeur, un peu attaquant. Donc voilà, Kuryu Matsuki, voilà, pourquoi pas. Je rejoins très largement sur Timothée Cogna, qui est un de mes joueurs préférés en dehors de la Ligue 1. 2 ans de suite, meilleur joueur de l'année selon les supporters du Servette. Bon, faudra aller le chercher. Hein. Financièrement, il a l'air très bien à Genève, mais si on peut, grand oui. Et alors, je sais pas sur quel poste on peut le mettre, mais moi j'aime beaucoup Mohamed Cham de Clermont. Je connais pas trop le prix, mais je pense qu'il pourrait être polyvalent un peu sur les 3 postes offensifs, on va dire, du milieu de terrain, on va dire. Il est jeune encore. Hein. 23 ans, ouais, c'est ça. Autrichien, je sais pas, Clermont vient de descendre. Clermont avait reçu une offre pour le Trabzonspor pour lui. Trabzonspor, ouais, c'est ça que j'avais vu. Après, bon, voilà, je pense que Brest, Trabzonspor, avec la Ligue des Champions. Il y a une destination, t'as le soleil et l'autre, t'as la Ligue des Champions. Voilà. Et le soleil. Trabzonspor, il n'y a pas la Ligue des Champions. Et en plus, tu te fais péter la gueule. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup. Ailier droit. Désormais, messieurs, on a donc Romain Del Castillo qui sera le titulaire indiscutable et indisputé. Suivi, évidemment, je pense que les 2 postes d'ailier sont, on va dire, là où le bas blesse, peut-être la priorité. Votre priorité, messieurs? Surtout ailier gauche, je dirais. Surtout ailier gauche, effectivement. Moi, donc au poste d'ailier droit, j'ai mis Del Castillo en 1. Personne en 2, Peralage, Doiron en 3 et 4. Ailier gauche, j'ai rien mis du tout. Et en 3 et 4, j'ai mis le Doiron, Peralage. Donc éventuellement 2 ailiers gauche, un ailier droit, peut-être un qui pourrait faire les 2 et un ailier gauche. En ailier droit, il y avait. Alors, c'est pas son poste, dans tout cas, le poste auquel il a le plus joué, mais il peut y jouer. C'était Ilan Kebal, du PFC, qui a été nommé dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 2 l'année dernière, qui est d'ailleurs, qui me semble, Yann, si je dis pas de bêtises, un très bon ami d'Hugo Magnetti, qui, dans ce cœur du jeu, milieu offensif, milieu droit, ailier droit, me semblerait être un joueur intéressant, même si son passage à Reims n'avait pas été couronné de succès. Ça avait très très bien démarré. Je me souviens qu'il avait il avait démarré très très fort. Je crois qu'il est arrivé de National. Il vient de Dunkerque. Ouais, quand il est arrivé à Reims, ça avait très très bien démarré. Et ensuite, on n'avait plus trop entendu parler de lui. Et il fait une saison pleine en Ligue 2 l'année dernière. Je regarde ses statistiques, c'est 37 matchs, 11 passes décisives, 6 buts. Le gars est quand même donc plutôt efficace, il a des stats. Alors évidemment, c'est passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 et encore plus à la Ligue des Champions, il y a des marches qui sont parfois difficiles à franchir. On a eu l'exemple avec d'autres joueurs à Brest, je pense à Gaëtan Charbonnier en son temps, on le salue d'ailleurs. Néo-retraité. Mais ouais, tout à fait. Mais voilà, Ilan Kebal, ça me semblerait être un profil intéressant, même si ça manque de taille et c'est un petit peu comme Del Castillo assez petit, mais sur ses postes offensifs, percutant, dribbleur, bon tireur de coup de pied arrêté, pourquoi pas. Pourquoi pas. De mon côté, j'ai 2 noms. Il y en a un, je vous le ressors tous les 2-3 mois, je crois. C'est Grady Diangana, qui joue actuellement à West Brown, mais qui est sur le départ parce que il en a un peu marre. Il était arrivé en première ligue, ils sont descendus, il est resté dans l'espoir de remonter et il s'est dit ouvert à un départ. C'est un ailier très technique, mais qui en même temps a la solidité physique pour jouer en Championships, qui peut jouer à droite et à gauche. Il est congolais. Congo-britannique, il parle français couramment et il a dit à plusieurs reprises qu'il aimerait bien découvrir un autre championnat que le championnat anglais. Je pense que c'est le genre de joueur qui s'intégrerait très bien dans la mentalité, dans l'implication sur le terrain et qui t'apporte une petite patte technique dont manque cruellement, notamment à gauche. Et le deuxième, c'est vraiment du pari, c'est juste parce que je l'ai trouvé très bon contre nous. C'est Badreddine Bounani qui était prêté à Lorient par Nice. Bon petit joueur de ce qu'on a vu contre nous en tout cas. Ouais, il avait posé pas mal de soucis. Mais effectivement, tu as mis le doigt sur le nœud. C'est vraiment du talent là qu'il va falloir aux postes offensifs parce que c'est clairement ce qui manque. Le talent individuel, on va dire. Le talent collectif, les joueurs les ont. De toute façon, quand on finit 3e, il faut bien avoir du talent collectif.
mais ça va manquer et je pense que les équipes l'année prochaine, que ce soit à la fois en Ligue des Champions et en Ligue 1 surtout, vont nous attendre un peu plus de pied ferme. Donc il va falloir davantage de joueurs qui vont réussir à faire la différence individuellement. Et ça, à part Del Castillo, Les Melou, qui l'ont fait suffisamment l'année dernière. Voilà, ce genre de joueur qui peut débloquer là, une rencontre sur une passe, sur un tir, sur un coup de pied arrêté. Ça, il va en falloir davantage parce que c'est vrai que avec Jérémy Le Doiron, Mathias Pierralage, on a quand même fini la saison avec un attaquant en tant qu'ailier gauche qui n'était clairement pas à son poste, qui dépannait évidemment, mais il va falloir quand même de la qualité. Christian Witzig de Saint-Gall également, comme Isaac Schmidt tout à l'heure, le latéral gauche. Christian Witzig qui sort d'une très très grosse saison, formé à Saint-Gall, qui est un droitier qui joue à gauche, qui peut aussi jouer dans l'axe, et qui est vraiment un très très bon joueur, très intelligent, capable de tout faire. Donc voilà, des idées du côté de chez vous. Et côté ailier droit, j'avais Arnaud Nordin, mais je pense que ça va être un peu cher. Oui, et un peu dans la même idée, moi j'avais dit Jonathan Iconé, mais effectivement ça va être cher, même s'il n'a pas eu une très bonne saison du côté de la Fiorentina, je pense qu'ils vont pas le lâcher gratuit. Voilà. Et il y avait Jonathan Bamba aussi qui joue au Celta Vigo, qui sort d'une saison pas ouf. Mais 27 matchs, 3 buts, 2 passes, c'est pas fou comme pour Jonathan Bamba. Après, c'était pas un joueur qui avait beaucoup de stats déjà à Lille non plus. Hein. Ouais, mais c'est. D'ailleurs, pour un transfert Lille-Celta Vigo, c'est pas non plus Oui. gratuit en plus. Il était gratuit. Mais cela dit, c'est vrai que c'est le genre de profil dont on parlait, qui peut avoir besoin de se relancer et qui peut avoir besoin de revenir dans un cadre calme en France. Que faire de Kamori Doumbia, messieurs? C'est toujours la même chose. C'est une question de prix. C'est trop cher. 10 millions, c'est trop cher. Un an de contrat en plus pour Kamori Doumbia. Il faut à un moment donné, c'est plus cher que Brassier. À un moment donné, il faut arrêter. Reims, ils sont bien gentils, mais en plus, on en a parlé. Moi, je pense que parmi vous, je suis peut-être celui qui est qui trouve le plus de qualité avec Kamori Doumbia. Vous êtes peut-être un peu plus sceptique que moi, mais à ce prix-là, je suis d'accord avec vous. Ça me semble être un investissement trop onéreux pour un joueur qui ne sera pas non plus, quoi qu'il arrive, de toute façon, le leader du milieu de terrain. Donc, c'est au regard qualité-prix, pour moi, c'est trop élevé. Et au-delà de la qualité, on le voit là en faisant cette revue d'effectifs, il y a beaucoup de joueurs à prendre. On va nécessairement devoir prendre des joueurs polyvalents parce qu'on n'a pas les moyens de payer tout. Et Kamori Doumbia, je suis désolé, c'est pas un joueur polyvalent. Que ce soit en termes de registre, que ce soit même en termes de poste. Non. Malheureusement, c'est hors de prix et ça correspond pas à nos besoins. Alors qu'on l'adore. Hein. Émotionnellement, grand souvenir, on s'en souviendra toujours de Kamori. Mais non. Est-ce que notre vision du joueur n'est pas non plus tronquée par ce match contre Lorient? Si, totalement. Et alors? C'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais du coup, si on prend un peu de recul, si on c'est pas grave en tant que supporter, c'est un peu plus grave si tu es directeur sportif. C'est ça. Si tu enlèves ce match contre Lorient, finalement, qu'est-ce qui te reste de Doumbia? Il y a des choses intéressantes. Hein. Il y a son match à Montpellier, il y a son but contre Metz aussi à domicile. Après, c'est globalement un bon joueur de foot. C'est ça, ouais, voilà. Bien malheureusement, sûr. Il a des limites physiques qui ne pourront pas changer et qui laissent question pour un club comme Brest, on va dire. Si jamais on avait le ballon 60% du temps, bon, à la limite, ça peut être quand même un très très bon joueur. C'est un joueur intelligent qui aime bien se déplacer, qui crée des décalages. Malheureusement, on est aussi Brest. C'est difficile de se projeter sur comment on va négocier la prochaine saison. Même si j'imagine que le style ne changera pas, mais comment concrètement ça va se passer, quoi. Yann disait fort justement qu'il avait quand même... Ouais, il n'est pas très très... Alors je sais plus le terme que tu utilisais, mais il manquait un petit peu de... Il est très unidimensionnel. Voilà, tout à fait d'accord, tout à fait. Et Quentin, tu parles de son physique. C'est encore plus vrai dans des matchs de Ligue des Champions. L'intensité sera énorme. J'ai peur qu'il soit pas prêt, pas prêt pour ce genre de match. Et que faire de Martin Satriano? Alors, je l'ai dit personnellement de mon côté, pour moi ça devait être la première recrue à faire. Et si tu la fais pas, le signal il est quand même extrêmement mauvais parce que tu es dans une situation où c'est un joueur qui veut venir. C'est un joueur qui a intérêt à venir, qui a montré toute sa progression et sur laquelle je pense tu peux raisonnablement avoir mis beaucoup de projets pour la saison à venir. Si tu n'arrives pas à l'avoir,
c'est un très mauvais signal envoyé sur tes capacités financières et même sur ton attractivité générale. Enfin, J'ai Alors, l'impression que par contre, enfin, ça a l'air d'être assez plus cher en tout cas que ce qu'on aurait attendu. bah, c'est sûr que si c'est 10 millions, ça paraît extrêmement cher, mais pour le coup, s'il faut les mettre, moi je les mets. Surtout que lui, il a montré qu'il pouvait jouer à gauche aussi. Certes, c'est pas optimal, mais voilà. S'il y a un joueur aujourd'hui sur lequel je suis prêt un peu à casser la banque, c'est Satriano. d'autant que tu es sûr de le revendre derrière. Hein. Ouais, Après, 10 millions, ça me 10 semble millions, cher. c'est beaucoup. 10 millions, ça me semble cher aussi. Moi, je serais à 6-7, mais j'ai l'impression que l'Inter est en train d'essayer de le mettre dans toutes les affaires qu'ils sont en train de faire avec Genoa et je sais pas qui pour faire Ils avaient déjà essayé ça l'année dernière. l'intégrer dans des monnaies d'échange. Je suis pas certain qu'il le lâche rapidement s'il compte sur lui pour faire venir d'autres joueurs. En tout cas, une chose est claire, c'est que l'Inter compte pas sur lui. Lui veut venir à Brest. Si on n'arrive pas à le faire, Yann a totalement raison. C'est que Mais il y a aussi beaucoup de concurrence, je pense. Oui. On a vu du Stuttgart, on a vu du Valence. C'est quand même des clubs assez prestigieux par rapport à Brest, donc, et qui ont des moyens, je pense, supérieurs à ceux du Stade brestois. Donc, malheureusement, il y a aussi je pense que tout le monde aimerait garder Martin Satriano. Maintenant, tu peux pas utiliser 60% de ton budget, voire 80 ou 75 sur un joueur quand tu en as besoin d'en recruter 7 ou 8, quoi. On va vite se poser la question de la Ligue des Champions comme cadeau empoisonné. Hein. Non, ça. Pour construire son Alors, sportivement, oui, mais oui. Alors, parce qu'en tant que supporter, ça va être génial. Sur une année, si tu vois, prends très court terme, on peut rien espérer de mieux et on était tous ravis et puis on sera ravis de la vivre. Mais sur le long terme, et même si ça va nous apporter quand même de l'argent à une heure où les autres clubs n'en ont pas, finalement, tu dois construire un effectif. Ou alors, il faut le faire comme tu l'as dit, Quentin, tout à l'heure. Tu bâtis ton équipe comme d'habitude, avec un petit peu plus de profondeur, mais avec l'objectif et unique objectif de bien figurer en Ligue 1 et de prendre la Coupe d'Europe comme un bonus, là ok, mais sinon, si tu vas dans l'esprit que la Ligue des Champions, tu as quelque chose à jouer, ça risque d'être très compliqué. Après, pour moi, la Ligue des Champions, c'est uniquement une aide dans ta construction d'effectifs. De toute façon, en tant que Brest, tu ne peux pas dire que la Ligue des Champions, c'est ton objectif. Non, bien sûr. Même quand tu rencontres les joueurs, tu peux pas te pointer et te dire nous, on veut passer le premier tour, enfin, on veut passer la phase de groupe et aller le plus loin possible. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis tout à fait d'accord, je suis complètement d'accord, mais tu es quand même obligé les matchs, tu vas être obligé de les jouer. Tu vas être obligé de les jouer, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie, et tu peux pas non plus mettre une équipe ridicule en Ligue des Champions si tu veux pas passer pour un clown. Tu es quand même obligé d'avoir des joueurs d'un certain niveau. Et donc ces joueurs d'un certain niveau vont coûter quand même un certain pécule. Et ce pécule, je sais pas si aujourd'hui on est capable de le mettre. Bah, déjà qu'on voit que c'est compliqué de prolonger Steve Mounier. C'est ça. D'ailleurs, que faire de Steve Mounier, messieurs ? Est-ce que vous donnez 3 ans ? Est-ce que vous donnez 2 ans ? De mon côté, j'ai pas de problème à donner 3 ans parce que je pense que c'est le genre de joueur qu'on pourra revendre dans 1 an ou 2 sans trop de soucis en Championships ou en Arabie Saoudite. Je pars du principe que si on le prolonge, il partira pas libre. Donc moi, j'ai pas de souci à donner 3 ans. Après, ça dépend à quel tarif, toujours pareil. Il y a pas, visiblement, d'après ce qu'on nous dit, le monsieur est gourmand. Si tu donnes 3 ans avec un salaire énorme. Après, tu vas peut-être être aussi obligé de lui donner ce qu'il veut parce que tu auras besoin de nombre. Et tu ne pourras pas recruter 2 attaquants, quoi. Et donc finalement, tu n'es pas en situation de force dans tes négociations. Ouais, après, je simplifie évidemment, mais si tu fais le calcul, tu lui donnes, mettons, 3 ans à 100 000 euros par an. Au bout de 2 ans, tu le vends 1 million d'euros. Bah, tu fais un bénéfice de 800 000. Alors que là, si tu le prolonges pas, il part libre, tu as 0 dans les caisses et tu n'as pas d'attaquant. Effectivement, il peut nous mettre un pistolet sur la tête, il a un peu raison de le faire, c'est dans son intérêt, mais pour moi, bah oui, il faut le prolonger. Tant pis si c'est cher, mais en gardant dans l'idée qu'on peut le vendre. Oui, tu as aussi des obligations par rapport à d'autres joueurs, quoi. Je pense que c'est difficile aussi de se projeter sur quel joueur tu auras, donc combien tu peux donner à Steve Mounier. Et tu es obligé aussi de garder une certaine cohérence d'effectif, parce que si tu augmentes très largement Steve Mounier, du coup, les autres vont venir te voir, ceux qui ont été prolongés récemment, je pense à Del Castillo, les Zmelou, attendez, nous on a été prolongés avant avec des champions, on demande également la même chose, on veut s'aligner, et puis ta masse salariale explose. Donc c'est dangereux aussi, il faut voir, comme a dit Gérard Le Saint, que eux se projetaient plutôt sur 4 ans et pas uniquement sur l'année prochaine. Tu peux pas non plus prendre le pari de l'été prochain, je revends tout le monde quoi qu'il arrive, même les joueurs trop chers, parce que tu peux plomber ta masse salariale et ton vestiaire comme ça. Il faut garder une certaine cohérence, à mon sens, à ce niveau-là aussi.
Je suis d'accord sur la cohérence et peut-être c'est l'occasion de mettre un message très général sur ce mercato. On est très impatient parce qu'on a besoin de beaucoup de joueurs, mais il faut quand même reconnaître que ce mercato il sera très lent au niveau national. Les droits télé, l'Euro, les JO, les clubs étrangers qui voient bien que tous les clubs français sont à la bois. Donc, pour le coup, je pense qu'on va avoir un mois de juillet, par exemple, très très calme et que on est une des rares équipes de Ligue 1 qui doit se renforcer. Donc, on n'est pas en situation de force malgré la Ligue des Champions. Après, c'est peut-être aussi l'opportunité pour nous de prendre de l'avance sur d'autres. Et dans ce sens-là, la Ligue des Champions ne serait pas un cadeau empoisonné. Oui. Des idées peut-être au poste de buteur, messieurs. Toi, alors par exemple, je sais que un petit Ruténois peut-être pour toi, Yann. Oui, mais son nom m'échappe, je l'ai sur le bout de la langue. Mais Kylian Corredor, peut-être. Kylian Corredor, tout à fait. Qui en plus. Moi, ça me plaît pas mal aussi. Profil polyvalent. Par contre, c'est clairement pas pour être titulaire. C'est clairement pour rentrer une demi-heure en fin de match, que ce soit sur un côté ou dans l'axe. Et s'il montre une progression inespérée, peut-être titulaire. Mais en tout cas, ouais, Kylian Corredor. Après ces joueurs qui n'arrivent pas titulaires, ils le seront dans quelques matchs. Mais quelques matchs, ils n'auront pas le choix. Enfin, oui. Le titulaire ne jouera pas 42 matchs dans la saison. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Fange, toi, tu avais des idées peut-être ? Non, sur le poste d'attaquant, j'en avais pas, mais je remarque que depuis tout à l'heure que tous les noms qu'on cite, c'est uniquement des joueurs qu'il faut soit. C'est un pari, des joueurs qui viendraient de Ligue 2, dont on n'est pas certain qu'ils arrivent à passer le cap, ou des joueurs qui sont un peu en fin de carrière. Finalement, très peu de valeur sûre. La seule, ce serait peut-être Satriano. Ça manque, en tout cas je pense, de talent dans ce qu'on a dit, peut-être dans les joueurs qu'on a pu identifier. Après, je connais évidemment pas les joueurs que toi, Quentin, tu as cités. Peut-être que ceux-là sont-ils des joueurs... De toute façon, quand on voit le taux de réussite à l'étranger du Stade Brestois 29, on peut se dire que toute recrue venant de l'étranger est un pari. Ouais. Et moi, évidemment, ça en fait partie. De toute façon, on a beau avoir la meilleure cellule de recrutement, des fois, il y a des ratés, malheureusement. Moi, j'avais peut-être une idée d'un joueur justement qui connaît la Ligue 1 et qui est peut-être un peu vieux, déjà à 22 ans pour le RC Strasbourg, Moïse Saïdion. Ah oui. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent en faire, mais à chaque fois on l'a vu jouer, notamment à Brest, quand il est venu avec Strasbourg, c'était assez impressionnant. On sentait de la qualité chez ce joueur et un profil qu'on n'a clairement pas, avec pas mal de profondeur pour le coup. Oui, je suis assez d'accord aussi, pourquoi pas. Maintenant, on a évoqué que des transferts secs, on sait comment ça va se passer, on connaît Brest, on connaît Lorenzi, il y aura aussi 2, 3, peut-être 4 prêts. Et là-dessus, le champ des possibles est très large. J'ai pas regardé l'effectif de Monaco cette fois, pas encore. Non, on n'a pas regardé non plus l'ensemble des joueurs en fin de contrat, mais il y a quand même de quoi faire. Je pense qu'il y aura du prêt aussi. Bien sûr. Il y aura notre lot de 4-5 prêts comme on fait habituellement. Peut-être, comme disait Yann, plutôt en fin de mercato, ça va se décanter avec, là, je pense, la plus de facilité pour obtenir des prêts de la part de joueurs qui sont dans des clubs un peu plus huppés, justement grâce à la Ligue des Champions. Entre le 29 août ou entre le 30 août et le 1er septembre, quand les joueurs vont voir qu'on va jouer le Real Madrid et le Bayern Munich, là, les prêts, je peux vous dire, ça va s'aligner. Après, c'est toujours la même chose sur les joueurs en prêt, c'est que c'est quid de leur implication. Autant cette année, ça a été très bien, autant l'année précédente, je pense à Isaac Badji, par exemple. Bon, là, on avait tiré le mauvais lot, donc c'est toujours un pari aussi. D'ailleurs, il s'appelait Youssouf. Youssouf, pardon. Pourquoi j'ai dit Isaac ? Il n'y a pas un Isaac. Ah non, c'est Isaac Liadji, je crois. Oui. Je vais faire un mélange. D'ailleurs, que devient Isaac Liadji ? Pas à Brest. On a fait le tour, messieurs, pour cette revue d'effectifs. Merci à vous. Merci d'avoir joué au Lorenzi avec moi. N'hésitez pas à jouer au Lorenzi aussi dans les commentaires sur YouTube, sur Twitter. Vous êtes toujours assez nombreux à nous suivre. On vous remercie naturellement. Et si vous avez des idées de recrues, c'est toujours un effectif un exercice assez ludique à faire. Donc n'hésitez pas. Merci Fanche, merci Yann. Merci à vous. C'est vrai qu'on a pas mal hâte à cette intersaison, voir ce que ça va donner, voir quel effectif, quelle monture le Stade Brestois aura l'année prochaine, en Ligue des Champions au Roux et en Ligue 1 Francis Leblé. Donc on attend ça avec pas mal d'impatience. Fanche, Yann, à la prochaine. Sur Brestonien bien sûr, et naturellement, allez Brest.
down in my